Bonjour à tous et bienvenue dans le MAG Media Lab. Bonjour Jérémy Teng. Bonjour. Vous êtes directeur de Pictura. C'est bien ça. On va y revenir dans un instant puisque aujourd'hui au programme on va parler sécurité et secours. On va également revenir sur l'exposition Lille 3000 et puis on va parler également de toute l'actu avec Nicolas Petit. Et puis donc pour démarrer, on revient sur la soirée des 20 ans de Pôle 3D, aujourd'hui Pictura. Nous sommes à la chaufferie et nous fêtons les 20 ans de Pôle 3D. Cette soirée se déroulera en plusieurs parties. Tout d'abord, après l'accueil des participants, nous profiterons des discours qui reviendront sur 20 années d'audace et de créativité. Ensuite, quelques surprises seront annoncées, une grande nouvelle sera révélée, et puis après, il sera temps de faire la fête avec toutes les personnes présentes, environ 800 personnes composées d'alumni, d'étudiants, leurs familles, des studios, des entreprises, des partenaires et des personnalités officielles. Donc on va célébrer 20 années de développement de nos filières, dans nos industries, donc le jeu vidéo, l'animation 2D et 3D et l'illustration. Notre campus sera à quelques encablures d'ici, donc sur un nouveau bâtiment qui est en train de se construire et qui sera terminé pour septembre prochain, septembre 2024. On a intégré l'ICEL en 2017, donc ça nous a permis, en tant qu'école qui était purement privée avant, d'intégrer un grand groupe et de pouvoir nous développer très différemment. C'était une belle rencontre pour ça aussi, puisque la rencontre avec l'Université catholique de Lille nous a permis de développer ce type de programme et d'ajouter des notions humanistes et en philosophie, en éthique, à différents niveaux pour porter ces éléments-là. Pôle 3D suit son cap, on se développe, on veut renforcer nos filières actuelles. Aujourd'hui, on a une notoriété qui s'est très développée de par les festivals d'animation et de jeux vidéo. On a gagné énormément de prix et de sélections. Aujourd'hui, on veut affirmer notre position, on veut affirmer cette qualité de formation, on veut affirmer cette qualité de profils qui sont attendus dans ces industries-là. On a aussi des projets de développement de nos filières. Donc, on a un master qui devrait s'ouvrir l'an prochain en illustration qui pourrait s'étendre jusqu'à l'édition, le développement de la direction artistique et ces périmètres-là. Et aussi un master en expérience utilisateur qui va s'attacher et finalement qui se dégage des problématiques et des enjeux du jeu vidéo autour de l'interaction pour proposer des solutions et des systèmes d'application qui permettent de relier l'interface humain-machine avec des choses qui sont dans les transitions digitales actuelles. J'ai pris la direction de l'établissement il y a 2 ans et dans le développement de l'école, on a aussi identifié des choses qu'il fallait qu'elle soit revue, et notamment son identité. Et donc ce soir, on a décidé aussi de révéler quelque chose qui est pour l'instant secret. Au-delà de fêter ces 20 ans, de vous dire tout ce qu'on a pu dire là, et la somme de tous vos talents, de toutes les actions qu'on a pu engager ensemble, finalement l'ADN de Pôle 3D, c'est ce qu'on voit là, c'est cette identité, mais seulement depuis j'ai pris la direction et depuis qu'on a un peu challengé tout ça avec l'équipe en interne, on s'est dit que cette identité, et j'étais le premier à le penser, elle devenait trop étroite pour ce qu'on est devenu, et que finalement d'avoir cet élément 3D qui vient un peu bloquer le champ des possibles pour nos étudiants en animation 2D, pour nos étudiants en illustration, pour nos étudiants en jeux vidéo. On a voulu proposer autre chose. Je vous laisse regarder un peu ce qu'on vous a préparé. C'est cadeau.
Jérémy Teng, outre l'événement de la cérémonie des 20 ans, vous avez dévoilé donc un nouveau nom, Pictura. Avant d'y revenir, qu'est-ce que vous gardez des 20 ans de Pôle 3D? La quantité de personnes qu'on a pu avoir ce soir-là, c'était vraiment exceptionnel d'avoir près de 800 personnes et notamment un grand nombre de nos étudiants et de nos alumni. C'était vraiment une joie pour nous de les retrouver là et des étudiants que j'ai pu avoir il y a très longtemps en tant qu'enseignant. Donc c'était vraiment le moment de convivialité et de communion où on a pu se retrouver qui reste en mémoire un mois après. Alors, aujourd'hui, donc l'école s'appelle Pictura. Qu'est-ce qui a motivé ce changement de nomination? Ce changement de nom vient de notre réflexion donc à ma prise de fonction il y a 2 ans et à l'arrivée aussi d'une nouvelle équipe, donc Emmanuel qui nous avait rejoint à la communication. La réflexion était déjà un peu présente avant qu'on construise tout ce nouveau staff, de se dire que nos formations, elles s'étaient complétées, elles s'étaient étoffées aussi avec le temps et depuis notre intégration à l'Université catholique, on a pu affirmer la position de nos cursus et notamment la position de l'animation 2D qui était un élément important qui devient aussi un nouveau fer de lance dans l'école avec des grandes qualités qui sont émergentes et il fallait absolument pouvoir qualifier et que nos étudiants puissent porter ça à l'extérieur, notamment dans les studios dans lesquels ils peuvent œuvrer aujourd'hui. Et souvent quand ils arrivaient dans ces studios, on leur demandait mais je ne comprends pas très bien. Vous arrivez avec un portfolio, des dessins, des projets d'animation 2D dans une école qui s'appelle Pôle 3D. Donc déjà, ça c'était un qualificatif qu'il fallait qu'on arrive à gommer. Et au-delà de ça, le terme pôle était difficile à faire valoir comme école en tant que trop générique peut-être. Trop générique et peut-être mal interprété par certains. Et donc pour nous, c'était important donc à ces titres-là, aussi au niveau de la lecture du nom global à l'international. Pôle 3D en chiffres romains, en chiffres arabes, c'était pas forcément le plus simple à prononcer. Et donc il fallait quelque chose qui puisse intégrer tout ça, les différentes facettes qu'on a aujourd'hui, donc avec l'illustration qui s'est ajoutée dans le panel de nos formations, l'expérience utilisateur qui arrive aussi à la rentrée prochaine. Il fallait qu'on parle au sens plus large et notamment qu'on soit sous l'égide de quelque chose de plus qualifié. Donc l'image était le meilleur attribut qu'on pouvait donner à notre école. Et on a choisi le nom de Pictura. Alors quels sont les objectifs de Pictura? Les objectifs de Pictura, c'est de former et de proposer du contenu, donc du contenu pour les industries culturelles et créatives. Et à travers ça, on veut que nos étudiants, à travers leur formation, proposent des objets uniques, des films, des jeux vidéo, des expériences interactives, des expériences contemplatives qui vont donc toucher un public à travers donc des médiums et une technologie particulière à chaque fois. Mais à chaque fois, on veut qu'ils puissent porter un message aussi. C'est aussi là-dedans qu'on pense qu'on peut apporter quelque chose à travers un objet qui peut sembler appartenir au loisir ou au monde de la culture et qui peut finalement pour nous amener une qualité particulière de faire valoir des idées ou de les porter haut. Le deuxième objectif de l'école, c'est de former des artistes et des techniciens de valeur, mais à la fois sur le savoir-faire et le savoir-être, pour qu'ils puissent arpenter et être intégrés dans les studios et porter les couleurs de notre école de la meilleure façon. Et le troisième point qu'on souhaite défendre, c'est de vraiment articuler dans nos formations, d'avoir la juste organisation, la juste proposition entre l'art, la technique et la science. Ok. Vous l'évoquiez dans le reportage qu'on vient de voir, il y a un nouveau bâtiment qui entrera donc en service à la rentrée prochaine. Septembre prochain, oui. Alors, donnez-nous un petit peu d'infos là-dessus quand même, sur le niveau de l'accueil, des capacités, de ce qu'on va retrouver, peut-être des nouvelles choses aussi qu'il y aura grâce à ce nouveau bâtiment. Le bâtiment va déjà permettre, aujourd'hui on est sur une composition qui est un petit peu morcelée. On a des bâtiments qui sont sur la pleine image et un bâtiment qui est le berceau de l'école qui se situe à Eurotéléport, qui est donc dans le cœur de ville de Roubaix. Aujourd'hui, ce bâtiment va déjà permettre de réunir tout le monde au même endroit et donc de permettre un lien plus constant entre nos étudiants et aussi nos intervenants, mais aussi nos propres équipes. Là, c'est un petit peu compliqué, mais on y arrive déjà actuellement, donc on espère que ce sera une optimisation et qui sera mesurable et réelle. L'autre chose, c'est qu'on pourra, dans ce bâtiment, intégrer des nouveaux outils. C'est que pour l'instant, on n'a pas su se doter d'une salle de projection, par exemple, ou d'ateliers spécifiques pour les différentes pratiques artistiques. Et ce sera le cas dans ce bâtiment-là. Donc on aura un atelier d'art pour tout ce qui est dessin, sculpture, peinture, un atelier d'animation traditionnelle, parce que c'est aussi quelque chose qu'on veut remettre un peu dans les priorités des formations, c'est de remettre la pratique et les outils traditionnels au cœur du dispositif pour aller dans la transition digitale. Et d'avoir cette salle de projection, un studio son qui permettront à la fois de
présenter nos œuvres, mais aussi de les peaufiner. C'est de travailler un film dans une salle de projection ou travailler le son dans un studio son et d'avoir un outil qui permet de recevoir tout ça dans les meilleurs paramètres de qualité sera vraiment un atout pour nos formations. Et à terme, ce nouveau bâtiment pourra donc compter jusqu'à 600-650 étudiants, alors qu'aujourd'hui on est 400 étudiants. Mmh. On le sait, anciennement, donc Pôle 3D a reçu de nombreux prix. Alors, on imagine aisément ce que ça peut apporter en termes de visibilité, de notoriété, de crédibilité pour l'école. Mais au niveau des étudiants et des anciens étudiants, quelles histoires on peut raconter de la suite d'étudiants qui ont reçu ces prix? Alors, il y a plein d'anecdotes qui s'attachent à tout ça, et notamment pour le film Migrant qui a eu beaucoup de succès. Ils ont participé à des grandes compétitions, et notamment donc, les Oscars, les VES, le SIGGRAPH. Et parfois, donc, et notamment pour certains d'entre eux, ils ont été à une manifestation la veille d'un entretien de recrutement et ils ont parfois gagné le premier prix devant un studio de renom dans lequel ils candidataient. Donc ils ont facilement pu décrocher le poste et aujourd'hui officier à des postes d'encadrement dans des grandes unités de production. Donc ça, on est assez fiers de ça. De voir aussi que certains d'entre eux, aujourd'hui, sont reconnus comme réalisateurs. On a des étudiants qui ont porté des projets comme Les Larmes de la Seine, qui sont aujourd'hui sollicités pour développer de nouvelles œuvres. Et ça, c'est une vraie fierté parce que ça nous permet de mettre les arguments de l'école et finalement ses intentions en haut de la liste et de les voir se concrétiser dans de nouveaux objets. Et ça, c'est vraiment un élément intéressant. On a un étudiant qui va notamment réaliser le prochain film d'ouverture du Festival d'Annecy. Dernière question, alors on a fêté les 20 ans de l'école cette année, je vais vous demander de vous projeter un peu, alors pas à 20 ans, mais déjà à 5 ans, comment vous voyez évoluer Pictura? À 5 ans, moi j'espère qu'on aura pu développer ces nouvelles filières qu'on va ouvrir, donc notamment le master en illustration et le master en expérience utilisateur. J'espère qu'on aura pu aller chercher aussi de nouvelles récompenses. On espère aussi avec la filière illustration commencer à collecter ça. C'est quelque chose qu'on a pu aller faire avec le jeu vidéo, notamment aussi dans 2 grandes compétitions qui étaient donc l'IGF à San Francisco et les BAFTA, donc Los Angeles, et entre Londres et Los Angeles. Et on espère qu'à l'illustration, on pourra aussi s'illustrer dans des endroits de notoriété dans ces professions-là, notamment la Foire de Bologne qui est un endroit où on présente les meilleures œuvres d'illustration, jeunesse et autres dans cette foire-là. Et on espère y figurer un jour, et en même temps voir nos étudiants sortir de l'école, se positionner le mieux possible dans les différentes unités de production et dans les studios, développer leur propre activité. C'est aussi quelque chose qu'on aime voir et qu'on attend de voir davantage. Donc, il y a quelque chose justement là-dessus, sur le développement peut-être d'entreprise On a des volets entrepreneuriat qui sont intégrés dans nos formations, et on a un partenariat qui permet d'intégrer une forme de pré-incubation avec la Pleine Image, donc, qui a une unité d'incubation, et donc de créer des liens. Et on voit souvent quelques-uns de nos anciens étudiants qui, après avoir officié quelques mois en production, viennent s'installer en incubation pour essayer de développer leur activité. Aujourd'hui, on voit ça davantage dans le jeu vidéo, ça permet de le faire plus facilement à des petites équipes. On espère le voir un jour en animation, parce que ce serait intéressant qu'on ait d'anciens étudiants. Et on a des projets qui sont en préparation là-dessus, avec des anciens qui essaient de se réunir pour proposer peut-être la constitution d'un studio d'animation. Merci beaucoup, Jérémy Teigne. Merci à vous. Et donc, bonne continuation au sein de Pictura. Merci. On parle exposition maintenant avec l'exposition Au bout de mes rêves jusqu'au 14 janvier au Tripostal en partenariat avec l'Université catholique de Lille, et une exposition qui est gratuite pour tous les étudiants sur présentation de la carte le jeudi de 16h à 19h.
C'est une collection de Walter van Arens qui est belge, qui vit à Bruxelles et qui a acheté et qui a acquis depuis une quarantaine d'années des œuvres d'art contemporain. Au bout de mes rêves, ça correspond bien au rêve de Walter van Arens, qui est le collectionneur et qui est le propriétaire de la collection que nous présentons. L'idée, c'était de montrer un petit peu l'éclectisme de cette collection, mais avec donc un parcours avec des ambiances très différentes, de salle en salle, mais quand on commence à s'attarder, quand on regarde les œuvres, quand on lit quelquefois les cartels, on se rend compte que beaucoup se répondent les unes aux autres, quelquefois entre les étages, et comme Thomas Saraceno et cette passion pour les araignées. Et on va retrouver dans plusieurs œuvres cette idée du réseau, cette idée du vivre ensemble aussi. Donc voilà, une salle, enfin deux salles, plutôt sur la création africaine, d'origine africaine ou afro-américaine. Une salle aussi qui est très homogène avec la création japonaise. Donc il y a des unités aussi. Oui, alors cette exposition dure jusqu'au 14 janvier. Et elle s'inscrit dans le grand cycle des invitations aux collections publiques ou privées. Nous avions démarré en 2007 avec la collection de François Pinault, on a eu ensuite la collection de Saatchi, des collections publiques. Et donc celle-ci s'inscrit dans cette série des grandes collections. Eh bien, on a depuis longtemps un partenariat avec l'Université catholique. Et on a beaucoup de partenariats avec les étudiants. Les étudiants sont un public qu'on affectionne bien parce que, surtout sur les expositions d'art contemporain. Voilà, donc l'exposition est accessible pour les étudiants tous les jeudis entre 16h et 19h et simple présentation de la carte d'étudiant. Autre sujet d'actualité, la sécurité, avec un renforcement des dispositifs constatés ces dernières semaines. Bonjour Alexandre Lafrance. Bonjour. Vous êtes responsable sécurité et prévention de l'ICL. Alors pourquoi ces dispositifs ont-ils été renforcés ces dernières semaines? Alors à la suite des attentats de Arras, le ministère nous a demandé de renforcer les accès du public aux établissements d'enseignement supérieur dans le cadre du plan Vigipirate Alerte Attentat. Donc voilà pourquoi on a augmenté avec 18 agents sur le site la sécurité. Est-ce qu'on doit, clairement, s'inquiéter outre mesure avec ce renforcement de dispositifs? Non, alors on est vraiment dans le cadre de la prévention. On est aussi là pour rassurer le public, que ce soit nos étudiants ou les extérieurs, sur la sécurité de nos établissements. Mais il n'y a pas de risque particulier aujourd'hui, en tout cas sur nos établissements. Alors, dispositif donc amélioré et au niveau des personnels, des étudiants, comment doit-on réagir? Quelle attitude doit-on avoir au quotidien? Alors on a déployé depuis 3 semaines maintenant un affichage dans toutes les salles. Donc salles de cours, que ce soit les salles de cours ou les bureaux et les cafétérias, rappelant aux personnes les façons d'agir en cas d'alerte intrusion ou de confinement des établissements. Donc il faut bien lire les consignes et bien les connaître. Et après c'est au PC Sécurité de gérer les événements. On rappelle, en cas de souci, il y a un numéro de téléphone pour joindre? Oui, alors c'est le 40 94 en interne ou le 03 23 40 94. Alexandre Lafrance, responsable sécurité, mais également prévention, et justement un sujet qui va vous intéresser, un sujet de prévention également, avec une opération organisée par la faculté de médecine et de maïeutique autour de la prévention des risques sur les risques cardiovasculaires. On regarde ceci et on vous remercie Alexandre. Merci beaucoup. Alors aujourd'hui, on est dans les jardins devant la faculté de médecine et maïeutique et sciences de la santé et on a décidé d'organiser une journée de sensibilisation au grand public à la prise en charge de l'arrêt cardiaque inopiné, c'est-à-dire de la mort subite, afin d'apporter en quelques minutes une formation courte et simple au grand public sur la prise en charge leur apprendre les gestes qui sauvent. On a différents ateliers, on a un petit film qui apprend en 6 minutes
qu'est-ce qu'un arrêt cardiaque, comment on reconnaît une victime d'arrêt cardiaque et quelles sont les choses à faire, c'est-à-dire alerter, commencer le massage cardiaque et aller chercher un défibrillateur, placer le défibrillateur et défibriller le patient. Et puis, soit si on est trop fatigué, parce qu'au bout d'un moment c'est fatigant, soit si l'enfant est un peu plus grand, on peut aussi faire la technique à une main, avec la paume de main où on redresse bien les doigts. Et où on va appuyer comme ceci pour comprimer le thorax. C'est juste une initiation aux gestes qui sauvent. En plus, on a d'autres ateliers cette année. Vous pourrez voir, il y a une petite battle de réanimation, c'est-à-dire qu'on leur fait, ils ont des petites ambulances et au plus ils massent bien, au plus leur ambulance avance vite. Et pour montrer comment ils réalisent correctement le massage cardiaque. En plus, on a l'Institut de formation infirmier et l'école de sage-femme qui nous ont rejoints pour cette édition cette année et ainsi qu'une pédiatre avec 3 ateliers différents. La manœuvre de Heimlich pour apprendre comment désobstruer un patient qui est en train de s'étouffer. Une pédiatre avec les spécificités de l'arrêt cardiaque et de l'étouffement de l'enfant. Et les sages-femmes avec la mise en place avec des mannequins pour apprendre l'autopalpation mammaire. Voilà. Ah, là, je sens quelque chose. Gagné. Pourquoi? Parce que la musique David G. Staying Alive, c'est le meilleur rythme pour apprendre à masser sur un rythme de 100 à 120 battements par minute. Donc comme on aime travailler en chanson, eh bien, on passe la musique pour que ce soit un côté voilà, moins scolaire et vraiment assez ludique. On compare souvent l'hôtel académique, bâtiment central de l'université à Poudlard. Il n'en faut pas plus à certains pour imaginer une nuit événement autour des sorciers. C'était la 2e édition du Mystère de la Nouvelle Lune organisée par la FLSH. À l'approche d'Halloween, pour la 2e année consécutive, les couloirs de la Cato se sont transformés pour accueillir le temps d'une soirée sorcières et sorciers débarqués de Poudlard et d'autres lieux fantastiques. Le gardien de l'équilibre est-il présent? Oui, Philémon. Eh bien voilà, j'ai encore de braves... De nouveaux aventuriers? Oui, encore et encore des jeunes. Un peu trop courageux peut-être. Enfin, j'espère qu'ils vont réussir. À vous fait bon voyage? Oui. Laissez-moi me présenter. Je suis le gardien de l'équilibre. Et j'ai une petite confession à vous faire. J'ai égaré ma baguette de l'équilibre. Et c'est malencontreusement égaré parmi toutes ces baguettes. Mais n'ayez crainte, je connais l'apparence de cette baguette puisque je l'ai autrefois utilisée. Non, c'est PA, justement. Il n'y a pas de lettres en trop. 8 lettres, n'est-ce pas suffisant? J'ai trouvé un truc à 8 lettres. Mais c'est pas sûr, vous faites bonne. C'est le service communication de la Faculté des Lettres et Sciences Humaines qui a œuvré pour offrir aux visiteurs une occasion de découvrir l'école sous un angle original, accompagné par le Tech Shop et aidé par de nombreux bénévoles. Je suis Arabella. Et alors, qu'est-ce que vous faites ici? Je viens aider malheureusement des petits humains qui se sont égarés à faire quelque chose de grand. Nous sommes dans le mystère de la nouvelle lune à la Cato de Lille. Il faut faire en sorte que quelqu'un que nous connaissons tous très bien retrouve la raison et revienne du bon côté de la force. Qui invoque la lumière de l'obscurité? Le soleil? Non, en fait, il faut faire la Je combats la magie du mal. Je dévoile les secrets enfouis. Alors moi je suis Eléa, je pratique la magie blanche ici. Je suis là pour vaincre la magie noire de Tulkas, puisqu'en effet Tulkas est une menace permanente dans notre école. Et de ce fait, moi, Merlin et certains autres, nous sommes ici pour vaincre cette magie noire et rétablir la magie blanche. Je suis très et il révèle pour expulser les ténèbres. Et révèle, Nigra, ça veut dire quoi? L'enquête s'est achevée dans la grande salle Aula Maxima autour d'un goûter. Une partie des bénéfices de la soirée ont été collectés en faveur de l'association T'as un ami du GHICL. Ça s'est passé comment? C'était très sympathique. Les personnages étaient tout dans leur jeu.
Bon, ils en sortaient pas, c'était tout sympa. L'histoire, c'était de récupérer des objets pour battre le mal qui était représenté sur la magie noire. Ok. Et du coup, on devait récupérer les objets pour les donner à Eléa. Vous connaissiez le lieu ici? Non, du tout. En fait, ici, nous, il n'y a personne qui a aidé à la Cato, sauf du coup Hall. C'était très intéressant. J'ai pu leur faire découvrir un peu la fac, les locaux où j'ai cours, tout ça d'habitude, et ça permet de voir un peu les locaux autrement, donc c'est génial. Avant de clore cette émission, que va-t-il se passer dans les prochaines semaines sur le campus? Réponse maintenant avec Nicolas Petit du service communication de l'université. Bonjour à toutes et tous, donc je suis Nicolas Petit, je suis chargé de communication à la direction de la communication de l'université, je suis chargé de communication interne et je vais vous faire un petit point sur les événements à venir pour le mois de décembre notamment et puis tout début janvier parce que 2024 ça arrive très très vite. Donc on commence tout d'abord avec les assemblées générales qui auront donc lieu le vendredi 1er décembre et le jeudi 14 décembre. Les assemblées générales, c'est un moment incontournable à l'ICL. C'est l'occasion en fait de découvrir un petit peu, refaire le point sur l'année. Je pense notamment au bilan sur les chiffres de rentrée, mais également les bilans de la première année sur l'expérimentation du télétravail. On retrouvera également des focus particuliers sur la transition écologique, le plan de mobilité, l'immobilier, les parkings et la marque employeur. Ce sera également la possibilité en fait, d'échanger sur le projet ICL Vision 2030, projet que vous connaissez. Normalement, vous avez participé pour la plupart à un village participatif en juin il y a 2 ans. On a des petites newsletters aussi qui sortent assez souvent pour vous expliquer un peu où on en est au niveau, enfin où en sont les chefs de projet par rapport aux différents chantiers en cours. Voilà, donc ce sera l'occasion d'échanger sur tout ça, avec un petit temps d'échange à la fin où vous pourrez poser vos questions. Les infos à retenir pour ces assemblées générales, c'est au niveau des dates et au niveau des salles. Donc la première aura lieu donc, le vendredi 1er décembre de 14h à 16h au sein du bâtiment Louis Weiss, c'est l'amphi LWS 122. Un petit café de bienvenue qui aura lieu dès 13h30. La deuxième aura donc lieu le jeudi 14 décembre de 8h à 10h. Elle se fera dans le bâtiment Robert Schuman, l'amphi RS 553. Et pour les plus matinaux d'entre vous, il y aura un petit déj à 7h30. Le goûter de Noël, donc ça aura lieu le jeudi 21 décembre prochain, à partir de 16h30. Ça se fera dans le grand hall de l'hôtel académique. Et comme l'année dernière, vous êtes invité à venir avec votre pull le plus moche de Noël. Moi, j'en ai un super que j'ai préparé, il est déjà repassé nickel. Vous pouvez également ramener vos petits accessoires. C'est bienvenu. L'idée, c'est d'être un peu léger. On fait des photos avec les collègues. On aura un petit photobooth comme l'année dernière pour garder un petit souvenir un peu de ce moment pour finir l'année de manière très sympa et très Christmas time. Ok. Enfin, le dernier événement, c'est déjà janvier 2024, parce que oui, 2024 va arriver très très vite. Et donc, c'est le Salon étudiant de Lille qui aura lieu du 18 au 20 janvier prochain, qui mobilise également beaucoup de monde, beaucoup de nos collaborateurs qui sont à la fois les responsables pédagogiques, les communicants. On a pas mal de conférences également sur site. Toutes nos écoles au titre des facultés de l'Université catholique de Lille sont représentées. Voilà, en tout cas, moi j'espère vous voir lors des prochaines assemblées générales. On se retrouve également pour le goûter de Noël. J'espère que vous êtes déjà inscrits parce que c'est disponible sur Yoda. Et puis d'ici là, je vous souhaite de belles fêtes de fin d'année. À très vite. Merci à toutes et à tous de nous avoir suivis. Merci à David Frémy, Laurent Godin et Timothée Deglave pour la préparation et la réalisation de cette émission. Et à bientôt pour un nouvel épisode du MAC du Media Lab.